merci de me donner l'occasion de vous présenter quelques travaux que l'on fait au laboratoire. Donc moi, je suis Corinne Rondeau-Moreau. Je travaille dans l'unité de recherche OPAL, qui est une unité INRAE, qui se trouve à Rennes. Et on fait partie du GDR Bio et SLAM également. Donc moi, je vais vous parler des possibilités de mesure de dynamique de l'eau dans des matériaux biosourcés grâce à des méthodes de RMN et d'imagerie. Alors, j'espère que la diapo passe. Euh, l'eau dans ces systèmes qu'on étudie, qui sont principalement des aliments et des matériaux biosourcés avec des fonctionnalités bien particulières en agriculture, mais aussi pour l'environnement. L'eau dans ces matériaux, en fait, on la considère comme une sonde moléculaire dont l'analyse permet donc de mieux comprendre les propriétés mécaniques des matériaux, de mieux contrôler leurs propriétés rhéologiques et de mieux gérer leur conservation. Et donc, moi, depuis 20 ans, je travaille en particulier sur des matériaux à base de cellulose et d'amidon. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'applications pour étudier des matériaux à base d'amidon. Et donc aussi, dans ces matériaux-là, l'eau est très impliquée dans les relations structure-fonction des molécules qui constituent ces matériaux, donc amidon ou cellulose, et en particulier durant leur transformation hydrothermique pour rendre ces molécules plus digestibles, s'il s'agit de l'amidon, par exemple, dans un produit céréalier qu'on va manger, ou leur conférer des propriétés mécaniques particulières pour des applications diverses et variées. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et tous ces travaux donc contribuent à, bien sûr, innover, optimiser des procédés qui sont utilisés dans l'industrie. Et donc, notre travail, c'est de comprendre les phénomènes de transport de matière dans ces matériaux. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'eau, mais on ne regarde pas que ça, on regarde la transformation des molécules en général. Et puis, on le fait à différentes échelles. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de prise en eau de matériaux à base d'amidon et puis un petit peu aussi de cuisson de pâte à pain sur la fin. Alors, donc, je vais vous parler de RMN et d'imagerie. La RMN, c'est résonance magnétique nucléaire. C'est une méthode spectroscopique qui permet de balayer une large gamme de distances. Si je parle de distance entre atomes, ou de taille de molécules, et également donc balaie par le fait une large gamme de temps, entre quelques picosecondes jusqu'à plusieurs secondes, voire plusieurs heures. Et donc, vous connaissez tous la RMN à Auchan qui permet d'étudier, de caractériser la structure des molécules. Donc, c'est ce qu'on appelle la RMN structurale, avec des technologies de marquage isotopique pour pouvoir accéder à des structures de protéines qui peuvent, des protéines qui dépassent 30 kilodaltons, grâce d'ailleurs au développement de spectromètres de RMN et d'aimants de plus en plus élevés qui dépassent le gigahertz aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous ai mis un exemple ici de référence biblio sur des travaux sur lesquels, enfin des travaux avec Xavier Fallour de Nantes, avec qui je travaille, en RMN du solide, parce que c'est une technique également à haut champ, que l'on développe sur des matériaux à base de cellulose ou d'amidon et qui permet d'accéder à des interactions aux macromolécules très fines grâce à la mesure de phénomènes qu'on appelle la diffusion de spin ou la mesure d'interaction dipolaire à travers des mesures de temps de relaxation qu'on appelle TCH, qui permet donc de sonder des distances qui vont, si c'est TCH, on est plutôt dans le domaine des angstroms, alors que la diffusion de spin, ça nous permet d'accéder à des volumes d'interaction de plusieurs nanomètres, voire dizaines de nanomètres.
Donc, si vous êtes intéressé par ces méthodes, je vous invite à regarder ces papiers de Xavier Fallois. Voilà. Et puis, l'autre technique que vous connaissez bien, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est utilisée, vous savez, en diagnostic, pour du diagnostic médical. Et je vais vous montrer des exemples d'utilisation pour étudier des phénomènes de prise en eau ou des transferts d'eau dans des matériaux beaucoup plus petits grâce à la micro-imagerie et là encore à haut champ. Alors, moi, je travaille beaucoup en RMN dite à bas champ ou dans le domaine temps, qui permet donc de mesurer des temps de relaxation, donc ce qu'on appelle la relaxométrie, qui couvre une grande gamme, là encore, de distances et de temps, euh, qui permet d'étudier des dynamiques aux interfaces, par exemple dans des dispersions colloïdales. Et puis, on peut également utiliser la RMN pour faire des mesures d'autodiffusion, donc diffusion moléculaire. Donc là, on accède plutôt à des dynamiques dites en volume hein, dans les domaines micro et macroscopiques. Et puis l'imagerie, comme je vous l'ai dit, où là, on va être plutôt sur des caractérisations entre quelques dizaines de micromètres jusqu'à plusieurs millimètres. Alors, pour faire ces mesures, on a tout un tas d'équipements. Donc, au laboratoire, on travaille beaucoup, comme je vous l'ai dit, à bas champ avec des spectromètres dits de paillasse qui peuvent être transportables d'ailleurs. Donc, entre 0,2 Tesla à une transition, oups, 0,2 Tesla jusqu'à 0,5 Tesla ici. Et on a deux scanners corps entier c'est les mêmes appareils que l'on trouve en milieu hospitalier, sauf que nous, on les utilise dans le domaine de la recherche. Et ce qui est intéressant avec ces appareils, c'est vous voyez, ils ont un tunnel avec un diamètre qui est relativement important. Aujourd'hui, ils sont entre 60 et 70 cm de diamètre. Et ça nous permet de disposer autour de l'échantillon tout un tas de dispositifs qui permettent de gérer l'hygrométrie, travailler sur la température des produits ou changer la pression aussi autour de l'échantillon. Et ceci pendant la mesure et de façon non invasive. Alors, on travaille aussi en collaboration avec Paris-Sorbonne pour des mesures à différents champs, à différentes fréquences, hein, grâce à ce type d'appareil disponible là-bas. Et également, nous faisons partie de la plateforme Prism dans la région Bretagne, qui nous permet d'accéder à un spectromètre RMN à haut champ équipé d'une sonde dédiée à des mesures de micro-imagerie, c'est-à-dire d'imagerie par résonance magnétique, mais sur des tout petits objets inférieurs à 1 cm de diamètre. Alors, je ne vais pas faire un rappel du principe de base parce que je n'ai pas le temps en 10 minutes. Juste, je vais beaucoup vous parler de relaxation. J'ai juste schématisé là, le principe qu'on retrouve en RMN et en imagerie, là, par ailleurs. C'est une méthode spectroscopique, la RMN. Donc, il faut exciter le système. On étudie les noyaux des atomes, je rappelle. On excite le système via l'application de deux champs, le champ principal B0 et l'application d'une radiofréquence pendant un temps très court qui permet de passer le système en résonance. Et donc, le principe, c'est de laisser ensuite le système revenir à l'équilibre et de mesurer le signal électromagnétique retour qui est marqué par les molécules qui constituent notre échantillon. Et donc, si on utilise ce qu'on appelle une séquence, c'est un programme de radiofréquence qui est schématisé ici, on obtient un signal classique ici, qui est un signal exponentiel décroissant et qui est composé des temps de relaxation des atomes ou des molécules qui constituent notre échantillon. Donc, ça peut être un signal mono-exponentiel si on étudie tout simplement un tube d'eau, mais il est souvent, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, multi-exponentielle selon la composition des échantillons. Alors, si vous connaissez la RMN, vous savez qu'on vous dit tout le temps qu'il y a deux temps de relaxation caractéristiques, T1 et T2, en fonction du référentiel dans lequel on se trouve. Bon, il y en a plus que ça, hein, je vous ai dit tout à l'heure, en RMN du solide, on accède à des temps de relaxation des interactions dipolaires diverses et variées. Mais bon, en liquide, principalement, c'est T1 et T2, ce qu'il faut retenir.
Ce sont des temps qui sont caractéristiques donc de la mobilité des atomes et des molécules dans le système qu'on étudie, qui dépendent donc de la nature de ces atomes ou de ces molécules. Donc, quand on fait de la RMN à bas champ, dans le domaine temps, on étudie le noyau de l'hydrogène, donc ce qu'on appelle le proton. Son temps de relaxation va aussi dépendre de son environnement chimique, de l'état physique des molécules. Donc, si on étudie de l'eau congelée, son temps de relaxation va être différent de l'eau liquide, par exemple, pour faire simple. Les temps de relaxation dépendent aussi de la forme des molécules. On ne va pas avoir les mêmes temps de relaxation d'un hydrogène ou d'un proton dans une protéine globulaire comparé à une chaîne aliphatique. Et puis, bien sûr, ça dépend de l'interaction entre les molécules. Pour faire simple, lorsqu'on a un tube rempli d'eau, lorsqu'on fait une mesure simple de temps de relaxation utilisant cette séquence EPMG, par exemple, on a un temps, donc une valeur de temps de relaxation qui caractérise la mobilité de l'eau, donc ici l'eau libre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la RMN est une méthode quantitative. Elle a été développée pour ça, d'ailleurs, en bas champ. Et l'air sur le pic, ici, est proportionnel à la quantité d'eau dans le tube. Donc, on va utiliser cette caractéristique pour quantifier l'eau dans les échantillons. Après, si on rajoute quelque chose dans notre tube, en particulier une macromolécule, que ce soit un polysaccharide, une protéine ou tout type de macromolécule, en dispersion ou qui se solubilise dans l'eau, on va obtenir différents pools de protons. On a les protons non échangeables de la macromolécule, si c'est une protéine, par exemple ici. On a des protons échangeables avec l'eau d'hydratation qui est autour de cette molécule. Et puis, on a aussi, c'est le système écopartimenté où si on a différentes phases d'eau, on peut avoir de l'eau libre qui interagit avec la phase d'eau d'hydratation et on va avoir des échanges diffusionnels. Et en fonction de la vitesse de ces phénomènes d'échange, on va pouvoir mesurer soit un seul T2 qui est la moyenne de tous ces temps de relaxation caractéristiques des différents pools, soit différents T2. Et au mieux ici, puisqu'on a quatre pools de protons, 4 temps de relaxation. Donc, comparé à tout à l'heure, au lieu d'avoir un tube d'eau, si maintenant on a un tube d'eau dans lequel on a rajouté une protéine ou un polysaccharide, par exemple, eh bien, on va obtenir non plus un seul pic d'eau, mais si les échanges sont suffisamment longs par rapport à la mesure de RMN, on va mesurer différents pics qui vont être caractéristiques de l'eau, mais aussi de l'eau en interaction avec la macromolécule. C'est ça qui nous intéresse ici. Et tout ça, c'est quantifiable. Et puis, bon, là, j'ai mis l'exemple aussi d'une compartimentation particulière. Si on met une membrane, on va avoir aussi des échanges diffusionnels qui vont donner des pics d'eau différents. Donc, un exemple d'application sur un système simple, un mélange eau-amidon hydraté, donc amidon hydraté à 45% en base humide. C'est le taux d'hydratation que l'on trouve par exemple dans une pâte à pain, la baguette par exemple. Lorsqu'on fait une mesure sur ce type de système à 20 MHz et à 20 degrés en utilisant une séquence classique, ici c'est le couplage FID-CPMG, on obtient 4 temps de relaxation, voire 5. Ici, on a une petite bosse, qui sont caractéristiques non seulement de la phase aqueuse ici, avec des temps de relaxation qui sont très courts par rapport à l'eau libre, ce qui veut bien dire qu'on a des phénomènes d'échange chimique, en particulier entre l'eau et l'amidon, et les grains d'amidon. Et puis, on a des temps caractéristiques de la phase solide de l'amidon ici, et on peut distinguer, parce que là encore, on a des phénomènes d'échange suffisamment longs, des pics pour les protons de la phase amylose qui est dans la phase amorphe et un pic pour la phase cristalline. Donc là, en RMN, à bas champ, grâce à ce type de mesure, on peut quantifier l'eau en interaction et en échange sous différentes formes, l'extragranulaire, intragranulaire dans les grains d'amidon. Et puis, on a aussi, on peut même quantifier un taux de cristallinité de notre système. Alors là, je vous ai mis en bas un exemple une autre séquence que l'on peut utiliser à la place de la séquence FID qui permet d'accéder à ce qu'on appelle la T2 étoile. Bon, ce sont des exemples, il y a les références bibliographiques si vous êtes intéressé par ce type de mesure.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'ARMN, elle est quantitative et on peut faire des mesures en temps réel, en dynamique, c'est-à-dire qu'on peut suivre la transformation de notre échantillon si on applique, par exemple, un chauffage. Donc ici, on a regardé et on a caractérisé assez finement et de manière quantifiable la gélatinisation de l'amidon à différents taux d'hydratation au cours d'un chauffage, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution en temps et en air sur le pic de ces 5 pics ici en cours de chauffage. C'est comme si on avait une DSC très précise qui nous permet de suivre ces phénomènes et on peut faire ça pour n'importe quel type de macromolécule en temps réel. On a aussi développé au laboratoire des techniques dites bidimensionnelles, c'est-à-dire qu'on obtient des cartographies, on est capable de corréler différents temps de relaxation. Ça, c'est des manips qui sont intéressantes lorsqu'on veut interpréter déjà, assigner chaque temps de relaxation à un pool de protons particulier. Et puis, ça permet aussi de mettre en avant des phénomènes d'interaction dipolaire très fins, c'est-à-dire ici une interaction dipolaire qui provient des interactions eau-amidon qui donnent des temps de relaxation T1 plus courts qu'usuellement, donc de l'ordre de quelques millisecondes, ce phénomène qu'on appelle les relaxations croisées, qui sont mises en avant et qu'on peut quantifier ici. Et d'ailleurs, on a montré que c'était un indicateur du taux de gélatinisation dans un mélange eau-amidon ou dans une pâte à pain, par exemple. Alors, une autre méthode qui est Une intéressante. dernière minute. Ouais. Oula, je parle trop. Donc, il y a aussi des mesures à différents champs grâce à la méthode dite fast field cycling. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les temps de relaxation T1 dépendent du champ de mesure et qu'en diminuant le champ de mesure, on peut caractériser des espaces spatiaux ou des dynamiques dans des espaces beaucoup plus grands et accéder, par exemple, à des phénomènes de diffusion. Alors là, on a aussi développé des méthodes d'imagerie où là, notre travail, c'est de corréler les changements de niveau de gris dans les images à différents paramètres, comme la température, la teneur en eau, etc. Ce sont des méthodes que l'on peut utiliser justement pour suivre l'imbibition de matériaux ici à base d'émidon. C'est une collaboration qu'on a avec Denis Lourdin à Nantes, qui travaille sur des extrudés d'amidon contenant du glycérol avec des propriétés de mémoire de forme. Et l'idée là, c'est de suivre l'hydratation de ces systèmes, le gonflement et hydratation au cours du temps, grâce à des mesures des cartographies ou de l'imagerie paramétrique en temps de relaxation. Dans chaque pixel de l'image, on a un temps de relaxation T2 et qui permet de caractériser différents fronts d'eau et des cinétiques de prise en eau grâce à une modélisation derrière des phénomènes de gradient de concentration que l'on peut corréler à diffusion, transport de l'eau dans le matériau. Donc là, vous avez différentes équations que l'on peut utiliser et vous pourrez retrouver ces travaux sur les publics que j'ai cités là, si ça vous intéresse. Et puis le dernier exemple, je finirai par ça, c'est une technique qu'on appelle la MAUS, Mobile Universal Surface Explorer. Ce sont des équipements très intéressants car ils sont mobiles. Sont des petits aimants qui sont un peu hybrides entre de la spectroscopie et de l'imagerie, ils émettent en fait, sont des aimants permanents avec des forts gradients de champ assez uniformes qui permettent de sélectionner des volumes de mesure, hein, comme en imagerie, que l'on peut exciter et grâce à la mobilité de l'aimant principal verticalement par rapport au plateau sur lequel on pose l'échantillon, on va pouvoir mesurer l'intensité du signal, de l'eau en particulier, en fonction de la profondeur dans l'échantillon, avec des résolutions qui peuvent descendre jusqu'à 10 micromètres sur cet appareil PM5. Et donc, nous, on l'a appliqué récemment à l'étude d'un phénomène qui était jusque-là empirique dans la littérature, mais on a démontré que un transfert d'eau dans la pâte à pain en cours de cuisson sur ce type d'appareil, en mettant en place un système de chauffe par air et par circulation d'eau chaude au-dessus de l'échantillon et au-dessus du spectromètre,
qui a permis de mesurer des transferts d'eau entre la partie qui est chauffée et une partie plus froide et qui, en fait preuve de phénomène empirique qui s'appelle évaporation, condensation, diffusion dans la pâte à pain et qui provient d'un gradient de pression partielle de vapeur d'eau du fait d'un gradient de température entre une surface que vous chauffez et un centre que vous refroidissez. C'est comme ce qui se passe dans la pâte à pain quand vous le cuisez avec un système radiatif au-dessus et un centre de pâte à pain, une mie qui reste plus humide car elle est plus Merci. froide. Oui, Voilà, merci merci de votre Corinne. attention. Merci, Merci. merci Corinne.